Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez? J'espère. Il est 15 heures, un peu plus de 15 heures. Bonjour, je crois que voilà, le direct commence. On va s'habituer petit à petit à ces méthodes, vu que le confinement va vraisemblablement durer. Nous attendons les annonces ce soir du président de la République. Voilà, et donc le rendez-vous du lundi à 15 heures est désormais fixé. Et parmi d'autres activités quotidiennes de cas d'université que vous commencez à connaître désormais, puisque cette situation un peu inédite et un peu difficile, il faut bien le dire, est désormais une habitude du mois de mars et maintenant aussi du mois d'avril. Donc, bienvenue, bienvenue au public de Cannes Université. Je sais également que suivent ces conférences des personnes qui ne sont pas de Cannes Université. Elles sont aussi les bienvenues. C'est l'occasion de se retrouver dans ce carrefour autour du thème donc des villes en effervescence. Et il y a une bonne nouvelle, si on peut dire, dans ce contexte, c'est que ces conférences vont durer tant que le confinement va se poursuivre, tous les lundis jusqu'au dernier lundi avant le confinement, avant la fin du confinement. Nous aurons des conférences sur les villes en effervescence. J'en ai un stock et je suis en train aussi d'en préparer d'autres. Donc d'ores et déjà, vous pouvez noter que la semaine prochaine, nous parlerons de la ville de Berlin. Voilà, Berlin 1989. Toujours avec ce principe de remonter sur l'histoire de la ville et pour essayer de mesurer le moment dans lequel on saisit la ville dans ce cadre-là. Donc restez à l'écoute de Cannes Université de Facebook Live, puisque donc lundi prochain on se retrouvera pour Berlin, puis la semaine d'après pour Kiev en 2004 et la révolution orange. Donc voilà les différentes perspectives, vu que le confinement va sans doute durer tout le mois d'avril. Enfin, on peut faire des suppositions, des supputations, mais on en saura plus ce soir. Voilà, en tout cas, je vous invite à évoquer aujourd'hui, et à écouter avec moi, à prendre connaissance avec moi du thème de la Havane, donc d'une conférence sur la Havane, saisie dans un moment très particulier de son histoire, très intense, un moment où la Havane a été le centre du monde à tous les niveaux, au niveau révolutionnaire, mais aussi au niveau diplomatique. C'est l'année 1962, on pourrait même coupler ou mettre côte à côte plusieurs années entre 1959 et 1962. Pendant ces 3 années, Cuba, l'île de Cuba et en particulier sa capitale La Havane a été au cœur véritablement des attentions mondiales, et c'est ce que nous allons évoquer cet après-midi. Alors j'espère, faites-moi des signes, j'espère que vous m'entendez. Vous voyez, j'ai mis mon dispositif pour que le micro soit le plus près de ma bouche. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si les choses se passent, n'hésitez pas à me dire si les choses se passent bien ou pas. Voilà. Il y a donc une grande un grand moment que vont vivre les Cubains. C'est effectivement ce changement radical de situation au moment de la révolution cubaine et donc notamment bien sûr l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir et qui va totalement changer la donne pour cette île. Une île d'ailleurs dont on parle dans l'actualité puisque vous avez vu que des médecins cubains viennent en renfort pour lutter contre le coronavirus. Donc on voit que Cuba peut être aussi encore aujourd'hui à la pointe d'un certain nombre d'activités, en particulier les activités médicales. Voilà, très bien. Alors, plusieurs aspects dans cette conférence. On va d'abord évoquer le site même de la Havane, et d'évoquer la Havane avant la Révolution, parce que justement c'était déjà une ville très largement fréquentée, on va voir de quelle manière, une ville très attractive aussi, une île Cuba très attractive, non loin, j'ai pas de carte là ici, pour que je vais essayer de vous montrer quand même quelques éléments sur mon téléphone, comme la dernière fois en parlant de Leningrad, une ville qui va régulièrement attirer pas mal de personnes pour des raisons liées à son climat, à sa situation, et aussi à sa manière d'être une ville extrêmement importante et extrêmement influente. C'est ce que nous allons donc évoquer. L'emplacement d'abord de la Havane. L'emplacement de la Havane, et je suis en train juste de vous montrer une image qui me semble intéressante, c'est un emplacement extrêmement privilégié, si on peut dire, puisque si je vous montre cette carte, voilà, ici, cette carte vue du ciel, vous y voyez
extraordinaire baie naturelle, hein, une baie naturelle et un emplacement qui est un emplacement privilégié, on pourrait dire, qui a de tout temps suscité pas mal d'attractions et d'attractivité, hein. Donc vous le voyez ici, hein, cet emplacement extrêmement privilégié, une baie naturelle, donc comme je le disais, qui a été d'abord l'objet de la conquête espagnole. Et ça, c'est un élément important, la conquête espagnole, au début du XVIe siècle. Et je voudrais qu'on remonte comme on l'a fait pour Sarajevo et comme on l'a fait pour Saint-Pétersbourg, au début du XVIe siècle, en 1510, lorsque la ville a été fondée. 1510, la fondation de la Havane, c'est effectivement un moment important, et c'est une fondation espagnole. Hein, donc, d'abord, Cuba, et ça va être vraiment le sujet de l'après-midi, Cuba a toujours été sous une forme de domination jusqu'à Castro, justement. Et on va passer d'ailleurs de la domination espagnole à la domination américaine, même si ces formes de domination sont différentes, en tout cas, c'est un peu cette histoire qui est intéressante. Et lorsque, du coup, Cuba et la ville de La Havane prendront leur indépendance, l'effervescence sera d'autant plus importante, d'autant plus marquée, en quelque sorte. Et du coup, eh bien, prenons déjà cette ville au moment de la conquête espagnole. Vous avez compris, le site est privilégié et les conquistadors espagnols sont tout de suite attirés par ce site, en quelque sorte, et la fondation ne se fait pas sans heurts, sans casse, hein, puisque, vous le savez, lorsque une ville se fonde, ce n'est jamais sur rien, hein. On a toujours cette idée de la terre vierge qui n'est jamais tout à fait le cas, puisque pour fonder la Havane, celui qui a été son fondateur, Diego Velázquez de Cuéllar, hein, Diego Velázquez de Cuéllar, en 1515, donc vous pouvez retenir, hein, 1510, 1515, hein, le temps du déplacement, le temps de la conquête, c'est fait sur des massacres de populations qui habitaient dans les environs, dans les parages en quelque sorte, et par l'importation d'esclaves venus d'Afrique. D'ailleurs, Cuba a une histoire très proche, très importante avec l'esclavage, effectivement, puisque l'esclavage restera légal à Cuba jusqu'en 1886. Hein, donc voilà un élément extrêmement important. Et il y a d'ailleurs un monument qui se situe au cœur même de la ville historique de Cuba. Alors je ne vous montre pas de La Havane, pardon, je ne vous montre pas d'image, mais qui s'appelle El Templete. Hein, vous pourrez regarder sur Internet, El Templete, et c'est le monument un peu discret aujourd'hui qui raconte la fondation de cette ville, donc au tout début du XVIe siècle. Donc retenez cette date de 1515 qu'on connaît bien chez nous, puisque ça nous renvoie à une histoire nationale, hein, Marignan, ça on a tout appris, tous et tout appris cette date. Donc c'est aussi une date importante pour la Havane que ce début du XVIe siècle, puisque c'est la fondation de la ville par donc ce conquistador espagnol de Cuéllar, Diego Velázquez de Cuéllar, avec cette ambition donc de faire table rase des populations habitant sur place et en même temps d'y importer une population migrante, on pourrait dire, d'esclaves venus de l'Afrique pour exploiter le territoire et faire de cette ville une ville étape, une ville carrefour, une ville de déplacement entre la métropole qui est donc l'Espagne, en particulier Madrid, et les différentes possessions espagnoles de par le monde, et en particulier du côté de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud également. D'ailleurs, un petit élément lié à la petite anecdote, on pourrait dire lié à la légende même du nom de Havana, de Havane. Eh bien, ça vient de Abaguanex, et Abaguanex, ça renvoie effectivement au nom du chef de tribu qui, justement, d'un des chefs de tribu, une des plus importantes de ces tribus qui contrôlait la région, qui contrôlait notamment cette anse, hein, cette baie, et la légende c'est que Havana, c'est la fille, ce serait la fille de Abaguanex, justement, hein, mais tous ces éléments sont des éléments à prendre avec des pincettes, puisque ça fait partie plutôt d'un récit originel et qui renvoie à une sorte de féminisation de la ville de la Havane, qui serait finalement la quintessence de la très belle fille de Abaguanex, qui était cet habitant, en tout cas ce chef de tribu habitant les lieux. Et très vite, la Havane va devenir un port de commerce espagnol, hein, très vite un port de commerce espagnol, port de commerce qui restera d'ailleurs, la Havane et l'île de Cuba resteront sous la domination espagnole, important de le dire, jusqu'à la toute fin du 19e siècle. Toute fin du 19e siècle, 1890.
18 exactement, donc plusieurs siècles de présence. Vous rappelez que quand j'ai parlé de Sarajevo, j'avais parlé de la présence ottomane, hein, effectivement, très importante. Et bien là, une domination espagnole jusqu'en 1898 et la libération, si on peut dire, entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait une libération, ce sera une libération tronquée, on pourrait dire, viendra des États-Unis, mais les États-Unis, tout en étant les libérateurs, deviendront les nouveaux entre guillemets colonisateurs, si on peut dire, de Cuba, c'est-à-dire pas tout à fait colonisateurs, mais ayant une mainmise très importante sur cette île voisine sur laquelle nous allons revenir à cette domination états-unienne. Hein. Entre-temps, la ville de La Havane n'est jamais tranquille, en quelque sorte, puisque c'est une ville convoitée, hein, très largement convoitée, ce port de commerce très convoité, tout simplement parce que régulièrement, la ville connaît des assauts, hein, des assauts de boucaniers, par exemple, hein, ces chasseurs de bœufs sauvages hein, qui justement boucanent la viande, hein, une viande séchée par le boucan, c'est ce qu'on évoque à ce moment-là. Donc les boucaniers sont nombreux à vouloir s'emparer de cette ville au départ très, très limitée en territoire, par des pirates, par des corsaires également, donc une ville agitée, hein, déjà en effervescence on pourrait dire, dans la notion de défense. D'ailleurs la ville a été, comme ça a été le cas de Sarajevo aussi, plusieurs fois incendiée, hein. Ça a été le cas en 1538, très peu de temps après sa fondation, et puis en même temps en 1555, je reviens 2 minutes sur quelques secondes sur le cas de 1555, puisque c'est un Français qui s'appelle Jacques de Sorès, S-O-R-E-S, un protestant qui était venu de Normandie, qui va prendre la ville de La Havane en 1555, lui et 200 marins sur son navire, qui va piller la ville, la brûler, et c'est un des premiers corsaires huguenots protestants qui semait la terreur à ce moment-là dans les mers environnante en quelque sorte, et il va donc incendier la ville et la maîtriser pendant quelque temps. Mais enfin bon, globalement, la couronne espagnole parviendra à conserver la maîtrise de l'île et la maîtrise de la ville, aussi bien par sa puissance hein, que sa ténacité, on pourrait dire. Et du coup, c'est une ville qui se veut, enfin qui se veut et qui sera protégée, hein, protéger la baie, protéger la ville. Et dans ce contexte-là, alors nous sommes au XVIe, XVIIe siècle, la ville devient un grand port aux activités florissantes, hein, grand port aux activités florissantes, grand port espagnol aux activités florissantes, puisque si on prend un tableau portrait de la ville au début du XVIIe et dans le courant du XVIIe siècle, eh bien, on voit une ville qui est régulièrement fréquentée par des galions remplis de trésors, de marchandises venues du monde entier, du nouveau monde, comme on dit à l'époque. Alors transite par la Havane de l'or, de la laine qui vient des Andes, par exemple, des émeraudes de Colombie, des cuirs qui viennent également de Colombie, des épices, de l'acajou qui vient de l'île même de Cuba ou du Guatemala, de la teinture qui vient du Mexique, du cacao, tous ces produits de luxe transitent par la Havane. Et pourquoi est-ce qu'ils transitent par la Havane? Parce qu'ils ont pour destination l'Europe, l'Espagne, l'Europe, et un commerce tout à fait florissant. Donc la Havane prospère par ces flux de marchandises qui transitent et partent, font escale et partent de ce port très très important, un grand port. Donc ça c'est un élément essentiel. Et en 1592, donc à la fin du XVIe siècle, le roi célèbre, enfin célèbre au sens où il a été l'objet de travaux historiques très, très importants de la part de l'historien reconnu Fernand Braudel, qui a travaillé alors lui plutôt sur la Méditerranée, à l'époque du roi Philippe II, hein, Philippe II, eh bien Philippe II, qui a été donc le roi d'Espagne de 1556 à 1598, hein, eh bien va faire de la Havane eh bien, hein, une ville au sens strict du terme, et les villes espagnoles n'avaient pas toutes justement cette capacité à être estampillées comme étant des villes, et ce que dit le roi Philippe II, hein, c'est que la Havane est la clé du Nouveau Monde et le rempart des Caraïbes. Je prends les propos de ce roi important, et du coup, la ville est gardée de plus en plus protégée, de plus en plus
surveillée comme une sorte de forteresse. Hein. Et d'ailleurs, petite carte que je veux vous montrer ici, qui est très importante, hein, je n'abuserai pas de ces présentations par mon téléphone parce que c'est un peu difficile, mais quand même, il faut voir une chose, donc c'est que, eh bien, à travers ce schéma, vous voyez, l'entrée de la baie de la Havane, vous le voyez ici, hein, l'entrée de la baie ici se fait, et c'est une baie qui est protégée directement par trois forteresses successives qui contrôlent l'entrée de la baie comme d'une certaine manière la possibilité de pouvoir tout boucler si jamais la situation pouvait poser problème dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, l'entrée de la baie ici hein, est complètement fermée par une chaîne, hein, ça c'est important, hein, une chaîne en cuivre qui est tendue d'un côté vers l'autre, hein, et deux bastions qui, le soir, eh bien, ferment l'entrée de la baie et verrouillent l'entrée de la baie par une chaîne qui a été dressée à cette occasion. Alors il y a trois forteresses, hein, la forteresse San Salvador de la Punta, qui a été construite en 1590 et achevée en 1630. Ça, c'est du côté, disons, est. Du côté ouest, de l'autre côté de l'entrée de cette baie, c'est le fort El Morro, MO20, construit au même moment, 1589, 1630. Donc les deux forts qui sont à l'entrée de cette baie sont des forts qui contrôlent directement l'entrée, qu'on peut visiter aujourd'hui si on va à Cuba. Certains y sont allés avec moi il y a quelques années, ils sont peut-être à l'écoute. Eh bien, on les voit ici, regardez, hein, le Castillo del Morro, et la forteresse San Salvador de la Punta, et vous y voyez cette chaîne vous imaginez la chaîne qui peut relier les deux forts. Hein. Aujourd'hui, il y a un tunnel qui passe sous la mer, hein, sous l'entrée de l'embouche, enfin de la baie. Et un peu plus loin, ici, vous avez la troisième forteresse, qui est la forteresse de la Cabana, hein, construite un peu plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, entre 1763 et 1774. Alors, d'emblée, eh bien, on peut tout à fait visiter cette partie historique de la ville, hein, puisque quand vous êtes ici, eh bien, vous avez à l'entrée de la ville, la vieille ville de Cuba, la ville historique, comme on pourrait dire, de Cuba, ce qu'on appelle la vieille Havane, hein, qui est effectivement le lieu le plus emblématique de cette agglomération de la Havane si singulière. Hein. Bon, et d'ailleurs, il y a un petit élément que je vais tout de suite rallier avec l'époque qui nous intéressera plus précisément ensuite, c'est que si vous allez visiter notamment la forteresse de la Cabana, vous y verrez aujourd'hui l'exposition qu'on appelle historique militaire, c'est-à-dire que toutes les fusées dont il va être question un peu plus tard, venues du RSS, eh bien, ils sont encore aujourd'hui, elles sont exposées, ces fusées, c'est assez surréaliste, on pourrait dire. Hein. Ceux qui n'ont pas été à Cuba ou à La Havane, il faudra y aller un jour, j'espère, dans quelques mois ou quelques années, ou y retourner éventuellement, c'est mon souhait aussi, et voir ce cadre surréaliste où on voit l'histoire de la Havane et de la sécurité à travers la forteresse, et en même temps l'exposition de ces fusées de notre temps, hein, mais d'un temps qui montrait que la ville effectivement était en effervescence. Et d'ailleurs j'ai ici voilà petite image de ces fusées au milieu des forteresses, ça y est, qui ont été conservées comme un moment très fort de la ville, un moment d'une effervescence extraordinairement riche à cette occasion. Donc à côté des canons et des fortifications, vous avez les anciens missiles soviétiques qui sont comme des vestiges présentés ici comme des pièces patrimoniales. Voilà, donc ça c'est, disons, l'élément qui renvoie au fait que la ville était très enserrée dans ce cadre de forteresse, donc construite début du XVIIe siècle, et puis fortifié encore plus au XVIIIe siècle, et à partir de 1750, justement, eh bien, la Havane, j'avais parlé de Sarajevo comme étant une ville très importante des Balkans en son temps, et bien la Havane, pareil, 70 000 habitants vers 1750, c'est la troisième grande ville, la troisième plus grande ville de toute l'Amérique, et je dis l'Amérique, tout le continent, nord et sud, hein, compris, puisque au nord, il y a très peu d'agglomérations, et c'est surtout au sud. Donc la plus grande ville, c'est Lima, en 1750. Ensuite, vous avez Mexico. Et la troisième ville, c'est La Havane. Donc, effectivement, 70 000 habitants, très importante ville déjà à ce moment-là. Et d'ailleurs, une ville avec une très forte vitalité culturelle. Hein.
une vitalité culturelle qui, par exemple, est singularisée par des spectacles, des arts qui s'y développent, des clubs de pensée, des clubs de réflexion, et si là aussi vous visitez un jour la Havane, ou si vous l'avez visité, vous vous rappellerez du théâtre Tacon, TACON, l'un des plus luxueux théâtres du monde lorsque celui-ci est ouvert en 1838. Effectivement, c'est un lieu tout à fait privilégié qui montre que Cuba, sous la domination espagnole, a aussi une vitalité culturelle tout à fait essentielle et tout à fait centrale. Donc ça, c'est une situation qui va, disons, se stabiliser, on pourrait dire, pendant toute la période espagnole, malgré les tentations, les tentatives d'invasion et de déstabilisation. À fur et à mesure que l'Espagne a fortifié cette agglomération, cette ville, et même cette île, hein, plus largement, eh bien, les choses vont petit à petit se stabiliser et se pérenniser. Et se pérenniser jusqu'à la fin du 19e siècle. Là, j'en viens à un deuxième moment très important de la ville, c'est le moment, effectivement, où va se produire une révolution très importante, qu'on a peut-être un peu oubliée aujourd'hui, mais qui est très essentielle, surtout parce qu'elle sera un point de référence pour les castristes, pour Fidel Castro, qui ne cessera de faire référence à cette révolution-là, celle que je vais vous décrire, c'est-à-dire la guerre qui va opposer d'une certaine manière les États-Unis et l'Espagne entre 1898 et 1901, mais quand on parle de guerre entre États-Unis et Espagne, il faut plutôt parler de guérilla des Cubains, hein, et des habitants de la Havane contre la domination espagnole, puisque ça se déroule sur quelques années, entre 1898 et 1901, première situation d'effervescence qu'on aurait pu plus particulièrement développer, mais je ne vais pas le faire ici, sinon notre Facebook Live va durer jusqu'à 19h, mais en tout cas, c'est la fin de la colonisation espagnole et officiellement l'indépendance de Cuba, acquise donc à la toute fin du 19e siècle et plus particulièrement en 1901, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le début de la mainmise américaine qui va tenir sur Cuba une sorte, je dis bien une sorte de protectorat, qui ne dit pas véritablement son nom, qui ne s'est pas matérialisé au sens juridique, mais qui est effectivement un jeu d'influence tout à fait fort, hein, et qui va durer quasiment plus d'un demi-siècle, hein, puisque cette mainmise commence au tout début du XXe siècle sous couvert d'une libération de l'Espagne, mais en même temps une reprise en main américaine jusqu'à la révolution de Fidel Castro et des siens dans ce contexte-là. Et là, il y a une figure qui émerge dans le cadre de cette révolution castriste s'opposant aux Espagnols. D'ailleurs, si vous atterrissez à La Havane, ceux qui le connaissent, peut-être on pourrait faire un quiz, je sais que l'université est friande des quiz, c'est la figure de José Martí. Vous atterrissez à l'aéroport José Martí à La Havane, et José Martí est bien peu connu du côté de l'Occident, mais très connu à La Havane, tout simplement très connu à Cuba, parce que beaucoup de monuments, de noms de rues, de bâtiments ont le nom de José Martí, comme l'aéroport de La Havane. Eh bien, José Martí, c'est cette figure de la ville de La Havane en particulier, né en 1853 et mort en 1895 au combat, mort au combat contre les Espagnols, et c'est lui qui a été, José Martí, le fondateur du Parti révolutionnaire cubain, héros national fait par les Cubains au moment de cette indépendance acquise, héros national également fait par les Cubains de Fidel Castro, inspirateur de Fidel Castro. Alors il était journaliste, il était penseur, il était théoricien également, et c'est lui qui d'une certaine manière a mobilisé les troupes cubaines pour se dégager du joug espagnol, une Espagne qui était effectivement à la fin du 19e siècle en large perte de vitesse par rapport à ses colonies, et l'Espagne, un peu comme l'Empire ottoman lorsque je parlais de Sarajevo, va petit à petit se déliter en matière de possession coloniale, et un nouveau monde va se mettre en place, nouveau monde duquel l'Espagne est un petit peu évacuée à cette occasion. Donc l'occasion était belle pour les Cubains, et José Martí restera cette figure morte trop tôt sans doute pour pouvoir jouer un rôle dans l'après-révolution, d'ailleurs n'ayant pas vu véritablement le résultat de cette campagne, mais étant un acteur essentiel pour la manière dont cette révolution s'est menée au tout départ. Et alors là, on arrive effectivement à un autre moment, oui, un troisième temps, qui est ce Cuba, cette Havane, sous cette emprise
américaine, hein. Alors les États-Unis qui évidemment sont une nation qui s'accroît, est une nation qui s'accroît, qui se développe très fortement, qui a construit véritablement sa domination sur le territoire actuel des États-Unis, hein, puisque vous savez que tout le 19e siècle sera pour les États-Unis l'idée de construire cet État, cet ensemble d'États, ces 50 États dont certains sont achetés, d'autres sont conquis, bon bref, quand ce territoire est fini en quelque sorte, eh bien autour des États-Unis, il y a des processus de domination, et Cuba a quelques dizaines, une centaine de kilomètres, un peu plus de la Floride, évidemment, est une île de grande convoitise. Et dans ce temps où les États-Unis deviennent les leaders du monde, prennent le leadership du monde, évidemment, cette domination sur Cuba sera tout à fait un axe central de la politique américaine, aussi bien sur le plan diplomatique qu'aussi sur le plan, je dirais, culturel, hein. Alors, il y a notamment un moment qui va être très important, hein, c'est juste après la Première Guerre mondiale. Et c'est là véritablement que Cuba, le Cuba américain, alors ce qui est intéressant justement qu'on a là, dans cette partie-là, un Cuba américain qui va ensuite devenir un Cuba totalement anti-américain, et avec finalement des sortes de distorsions assez brutales qui sont intéressantes à analyser. Oui, après la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Il y a une mesure qui est très importante et que l'on a abordée lorsqu'on a parlé de New York, rappelez-vous, c'est la prohibition, hein. Et cette prohibition aux États-Unis fait que Cuba va devenir, non loin donc de la Floride, une destination de prédilection pour les Américains plutôt fortunés, effectivement, puisque ce qui est interdit sur le territoire américain ne l'est pas à Cuba. Et si on veut prendre du bon temps, si on peut dire, lorsqu'on est un Américain plutôt aisé, de la côte Est en particulier, eh bien, on se déplace très facilement vers Cuba, vers La Havane en particulier, qui va devenir le lieu de villégiature des riches américains dans les années 20 et dans les années 30. Par exemple, une publicité qui est assez emblématique, que j'ai ici, hein, si vous voulez, vous avez là une publicité où vous voyez en haut, tout en haut, bon, vous avez une, une, figuration de la Havane, ou plutôt une image de la Havane, au-dessus, qui est en fait non loin derrière dans l'horizon des États-Unis, que l'on voit, et c'est le lieu privilégié de tous les plaisirs, hein, hôtels de luxe, casinos flamboyants, discothèques, clubs, bars, hein, beaucoup de ces lieux sont contrôlés par la mafia américaine, et notamment dans un nouveau quartier qui s'est construit très moderne juste après la domination espagnole, qui était très embryonnaire à l'époque de la domination espagnole, mais qui va devenir extrêmement important au temps des Américains, qui est le quartier Vedado, hein, Vedado, qui est donc moderne, pour les classes sociales plutôt aisées, hein, et qui est un quartier dans lequel vont se construire les bâtiments tout à fait rutilant, on pourrait dire, de ce temps des années 20 et des années 30. Par exemple, le Grand Hôtel National de Cuba, hein, un joyau architectural édifié en 1930, que vous ne pouvez pas rater lorsque vous êtes en plein quartier Vedado, donc à l'extérieur de l'autre côté de la vieille ville, de la vieille Havane. Et donc, oui, Havane va devenir le paradis des Américains, c'est l'alcool, c'est le rhum, en particulier, c'est des cigares. Je sais que certains ici, je vois Monsieur Dan, sont des amateurs de cigares, j'en suis aussi, et c'est les plages, c'est donc la vie facile, hein, et on voit apparaître comme ça des nouvelles perspectives de loisirs, hein, le Havana Club, par exemple, c'est quelque chose de très réputé, et l'imaginaire cubain, si vous voulez, l'imaginaire de l'île de Cuba et de la Havane en particulier, traverse les États-Unis de ces années 20 et de ces années 30, les Roaring Twenties, ou même au moment de la crise économique. C'est pendant cette période des années 20 et 30 qui est tracé le fameux Malecón. C'est un peu la croisette, c'est un peu la promenade des Anglais de la Havane, puisque c'est cette promenade de bord de mer qui n'existait pas auparavant, mais qui là est tracée au temps des Américains, le Malecón, donc hein, 8 km de promenade de bord de mer. On a commencé à tracer cette route de bord de mer en 1901-1902, immédiatement lorsque les Américains commencent leur mainmise également sur le plan des affaires sur la ville de la Havane, et ça va se prolonger, ce Malecón, dans les années 20, et puis le Malecón est définitivement terminé, il prend l'apparence qu'il a aujourd'hui dans les années 50, hein, 1948. 1950, c'est-à-dire finalement presque à la fin de la période américaine de Cuba. Mais surtout, pour bien caractériser cette présence, cette domination, quoi de mieux que de fabriquer la copie conforme, hein, exactement conforme,
du Capitole de Washington, puisqu'on voit à Cuba, hein, et là j'ai juste une image aussi à vous donner, vous voyez, j'en abuse pas de ces images, mais là ça me semble intéressant de voir que si vous allez à Cuba, en dehors du centre de la vieille ville, vous allez trouver ce qu'on appelle le Capitole, et qui va être le siège du gouvernement pendant l'époque du Cuba sous domination américaine, c'est-à-dire la copie quasiment conforme du Capitole de Washington, construit entre 1926 et 1929. Hein. L'architecte n'est pas un architecte américain, c'est un architecte cubain qui s'appelle Piedra, hein, Eugenio Piedra, avec des milliers d'ouvriers, un chantier très important, hein, le plus important de Cuba à cette époque-là, hein, donc en plein centre, en tout cas juste à la sortie de la vieille ville, avec cette référence totalement forte et totalement incontournable au Capitole donc de Washington, mais aussi un peu, vous l'avez vu, au Panthéon de Paris. Et le Congrès de Cuba va rester, va occuper ce lieu jusqu'en 1959, et on se doute bien qu'en 1959, lorsque Castro opère sa révolution, le Capitole n'aura plus, alors il n'est pas détruit, mais il n'aura plus du tout de fonction décisionnelle, et le pouvoir sera déplacé, il ne sera plus dans ce lieu d'apparat. Alors, l'inauguration de ce Capitole a lieu le 20 mai 1929, en grande pompe, hein, et voilà, si vous voulez, un autre exemple de cette influence américaine, à côté des clubs, des discothèques, etc., il y a aussi cette dimension. Et puis, quoi de mieux aussi que de parler de cette influence américaine. Alors là, c'est évidemment un aspect tout à fait singulier, tout à fait intéressant, et d'ailleurs, quand on va à Cuba, on est totalement sous le charme de ce qu'on appelle les belles américaines, les belles voitures américaines, hein, dans toutes les cartes postales qui vont évoquer la Havane, eh bien vous y voyez ces voitures américaines qui ont été introduites pendant cette époque des années 20, des années 30, des années 40, très nombreuses dans les années 50 en particulier à Cuba, et abandonnées par les Américains lors de la révolution de 1959. Et ce que vont faire les Cubains, c'est qu'ils vont récupérer ces automobiles, et d'une certaine manière, le parc automobile, vous le savez, il est très restreint par rapport aux autres villes du monde. Hein. Cuba, le trafic est moins intense. Eh bien, ces voitures vont rester figées comme un véritable patrimoine. Hein, et du coup, ce que l'on sait, c'est que les Cubains deviennent tous des pros de la mécanique, puisqu'ils n'ont pas de pièces de rechange du fait de l'embargo, on va en reparler tout à l'heure, et donc ils deviennent tous des bricoleurs mécaniques, et ce sont d'ailleurs pendant longtemps les seules voitures disponibles à Cuba, hein, et des voitures qui aujourd'hui font l'objet d'un grand intérêt des touristes, qui font toujours une promenade sur le Malecón avec ces voitures, des voitures qui ont souvent plus de 1 million de kilomètres au compteur. Il en existe aujourd'hui 60 000 encore qui ont été maintenus en vie, on pourrait dire, malgré une carrosserie qui commence à donner des signes de fatigue, mais avec ce bricolage permanent, tout est possible, et ça représente quand même plus d'un tiers du parc automobile de Cuba, et ça c'est effectivement un élément tout à fait central dans ce contexte-là. Bon, un mot aussi, j'ai parlé de ces clubs, hein, j'en citerai quelques-uns, il y en a un qui est très célèbre à La Havane, c'est le Tropicana, hein, sorte de lido cubain, de Lido de la Havane, ouvert en 1939, mais vous avez aussi le Cuba Latina, discothèque ouverte dans les années 30, le Sans Souci, qui avait été créé dans les années 1920 et qui va fermer ses portes avec Fidel Castro. Donc une capitale américaine, une architecture et une ambiance américaine du loisir, du Sud, une capitale des plaisirs, une capitale de l'oisiveté, une capitale fréquentée par les grands de ce monde, en particulier de ce monde américain. Hein. Vous avez des histoires très célèbres de Winston Churchill à La Havane, ou aussi de Frank Sinatra, qui n'hésitait pas à y aller régulièrement, et surtout de celui qui va marquer de son empreinte véritablement la ville de La Havane, justement, et qui va lui donner une forme d'effervescence également, c'est Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, l'écrivain américain célèbre, pas qu'écrivain d'ailleurs, journaliste, correspondant de guerre, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1954, qui est mort en 1961, en pleine période que nous évoquons aujourd'hui, et qui a vécu à La Havane pendant les 20 dernières années de sa vie à peu près, hein, de 1939 à 1960, et qui quitte Cuba
Et La Havane, au moment de la révolution castriste, non pas parce qu'il est rejeté, au contraire, par cette révolution, mais parce qu'il retourne aux États-Unis malade, déprimé, atteint de troubles mentaux. D'ailleurs, c'est aux États-Unis qu'il se suicide après être revenu depuis Cuba. Mais c'était un homme extrêmement apprécié à La Havane. C'est un Américain qui, justement, a accompagné d'une certaine manière la révolution, qui avait une sorte de sympathie pour cette révolution, ce qui n'était pas évidemment le lot de la majorité des Américains, mais quand vous allez à La Havane, Ernest Hemingway a tous les honneurs, hein, on le surnommait Papa, une sorte de père de la ville en quelque sorte, et sur place c'est toujours aujourd'hui une véritable légende, hein, puisqu'il a écrit beaucoup de ses chefs-d'œuvre à La Havane, hein, par exemple Pour qui sonne le glas, par exemple, Le vieil homme et la mer aussi. Hein. Lui qui se passionnait, alors vous aurez des images sur Internet, pour la pêche au gros, à l'espadon en particulier, c'était sa passion favorite, la pêche, mais aussi la consommation de fruits, de cigares et de rhum également. Donc Ernest Hemingway qui s'était établi d'abord dans un hôtel, qui a gardé d'ailleurs la chambre dans laquelle il s'était installé tout à fait intacte, c'était la chambre 511 dans la vieille Havane, dans la vieille ville de la Havane, l'hôtel Ambos Mundos, effectivement, hein. Ça se visite aujourd'hui, on l'a visité, et c'est aujourd'hui une chambre qui est classée patrimoine mondial de l'humanité en 1982. Il y a séjourné régulièrement, c'est une petite chambre avec tout confort, mais très, très modeste. Et il y a séjourné par intermittence dans cet hôtel, avec une belle vue sur la mer, une vue sur la cathédrale, sur la vieille ville, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, en 1940, il a acheté une maison qu'on pourrait appeler coloniale, à une dizaine de kilomètres de la Havane, la ferme Vigie, hein, sur une toute petite colline, hein, qui surplombe la ville, effectivement. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça se visite, c'est un musée, et on y sent vraiment une ambiance très, très agréable. Et il est aussi, alors donc, on patrimonialise la chambre d'hôtel dans laquelle il se trouvait, on patrimonialise cette maison coloniale à 10 kilomètres de la Havane, et on a aussi patrimonialisé les lieux, les bars qui fréquentaient en grande priorité par exemple le Floridita, hein, là où il allait consommer des daiquiris, et la Bodeguita, là où il allait consommer des mojitos. Et ces lieux sont toujours pleins parce qu'il y a une ambiance, une âme d'Hemingway qui est toujours présente dans ces lieux très, très chargés de patrimoine. Voilà. Donc, et comme je vous l'ai dit, Hemingway a soutenu la révolution castriste, et finalement ce sont les Américains qui l'incitent à quitter Cuba en 1959, ce qu'il va refuser de faire, hein, mais c'est pour des raisons de santé, comme je vous l'ai dit, qu'il décidera finalement de quitter la ville en 1960, un an avant de se donner la mort, de retour aux États-Unis. Alors là, on arrive au mi-temps, on pourrait dire, effectivement, de ce que j'ai à vous présenter, puisque toute cette situation que j'ai essayé de vous dépeindre de manière un peu brève, hein, on aurait pu largement développer tout ce que j'ai dit là. Donc d'abord, la présence espagnole et la fabrication de la ville sur plusieurs siècles avec les forteresses du côté espagnol, puis la guérilla et le fait de se dédouaner de cette tutelle espagnole en 1898-1901, et finalement le passage à une domination américaine. Alors ça ne veut pas dire que les Américains administrent hein, l'île de Cuba. L'île de Cuba a son propre gouvernement, a sa propre indépendance, mais c'est une indépendance tronquée, je vous l'ai dit. Et puis ce lieu de la Havane, cette ville de la Havane qui devient le lieu privilégié de villégiature des Américains, et maintenant, les choses vont changer tout au tout, radicalement, puisque La Havane et Cuba, totalement dévolue aux Américains, va brutalement changer de perspective avec la révolution castriste qui se déroule sur plusieurs années. Alors je ne vais pas vous raconter toute la révolution castriste, mais quelques éléments synthétiques, si vous voulez, hein, c'est-à-dire une révolution qui se déroule de 1953 à 1959. Hein, et ensuite, nous verrons une dernière partie, rapidement aussi, qui est la question justement de la tension extrême que va provoquer sur le plan diplomatique ce changement de logiciel, on pourrait dire, de l'île dans ce cadre-là, puisque évidemment la révolution castriste va se placer dans un anti-américanisme farouche. Alors vous allez voir, pas tout à fait au début, hein, il faudra pas tout à fait immédiatement un anti-américanisme, il est certain, puisqu'il s'agit de se libérer de cette tutelle, mais Castro a essayé de négocier avec les Américains, ce qui ne marchera pas, et ensuite pour devenir radicalement anti-américain au temps de la guerre froide. Et vous imaginez que dans ce contexte-là, et je le dis maintenant, le fait que Cuba tourne complètement
dans le sens plutôt anti-américain, même pas tellement pro-soviétique au départ non plus, mais plutôt anti-américain, va être un enjeu essentiel et majeur d'inquiétude pour les Américains dans cette guerre froide où la théorie qu'on appelle du containment, qu'on appelle aussi la théorie des dominos, a été une théorie tout à fait centrale, c'est-à-dire d'éviter que des territoires basculent dans le camp adverse. Et là, à quelques encablures du territoire américain, cette île est une menace absolument incroyable pour les États-Unis, et cette peur américaine va, autour de cette île, se manifester d'une manière très brutale au moment de succès de la Révolution. Les Américains feront tout, d'ailleurs, pour déstabiliser officiellement et officieusement en sous-main Castro, mais rien n'y fera, et la menace va devenir de plus en plus précise jusqu'à ce que, en 1962, le monde soit au bord du gouffre. Hein. On a été là dans un moment extrêmement dur de l'histoire de l'humanité, c'est qu'en 1962, eh bien, tout a failli basculer dans une guerre atomique que Cuba, que la Havane aurait pu, d'une certaine manière, mettre en œuvre, et que ce lieu aurait pu être finalement un lieu central de tout ce qui aurait pu mal tourner. Et ça ne l'a pas été, mais on n'était pas loin de la rupture. On va y venir maintenant. Alors, bien sûr, lorsque la révolution commence en 1953, le président cubain, il est connu, il s'appelait Fulgencio Batista. Batista, né en 1901, mort en 1973, qui va ensuite donc s'échapper au moment de la Révolution. Il ne sera pas tué au moment de la Révolution. Il va arriver à s'échapper et s'exiler justement chez la vieille garde, on pourrait dire, dans l'Espagne franquiste. C'est chez Franco que Batista va se réfugier jusqu'à sa mort en 1973. Franco en place, en poste jusqu'à sa mort lui-même en 1975 en Espagne. Alors oui, qui était Fulgencio Batista? C'était un président forcément pro-américain. Il a été un président qui a été l'éminence grise de la junte militaire, qui s'était installé en 1933 à Cuba, toujours avec en sous-main les Américains. Il est nommé d'ailleurs colonel de cette junte militaire en 1933, puis sera président de la République en 1940 jusqu'en 1944, et puis il reviendra au pouvoir en 1952 à la faveur d'un coup d'État toujours pro-américain, et il sera chassé du pouvoir en 1959. Donc l'histoire de Batista est une histoire très complexe qui montre qu'à plusieurs reprises il a joué justement avec le pouvoir d'une manière peu démocratique, et que derrière les Américains étaient toujours plus ou moins présents pour le maintenir en place, en poste, lorsque les choses devenaient critiques. Et donc ce sera un bon auxiliaire, un bon allié des Américains jusqu'à sa déchéance en 1959. Mais ce sera long, le processus est long, et donc face à Batista va se mettre en place ce qu'on pourrait appeler la révolution cubaine. Alors une révolution cubaine extrêmement emblématique, on pourrait dire, qui est en fait tout de suite des représailles face à cette prise de pouvoir par la force, ou plutôt cette reprise du pouvoir par la force de Fulgencio Batista. Vous avez compris qu'il avait été plusieurs fois au pouvoir auparavant. En 1952, il a 50 ans, 51 ans, Batista. Ce pouvoir devient de plus en plus autoritaire, corrompu également, et Batista est combattu en 52 de manière plus nette qu'auparavant par un groupe d'opposants mené par un très jeune avocat qui s'appelle Fidel Castro. Fidel Castro, né en 1916, est décédé récemment, en 2016, fils d'une famille qui n'est pas une famille pauvre. Sa famille était une famille de la bourgeoisie cubaine, locale. Son père était un riche planteur de l'île. Il n'est d'ailleurs pas originaire de la Havane, Fidel Castro, mais de la province d'Orient, de Holguín, en particulier à l'est de l'île. Et effectivement, ils vont ensuite, comme font beaucoup d'habitants de l'île plutôt aisés, eh bien, ils vont plutôt aller faire leurs études à la Havane dans ce contexte-là. Et Fidel Castro sera très rapidement dans les petits milieux intellectuels de la Havane où il va faire ses gammes et ses études. Voilà l'île de Cuba, j'y reviendrai tout à l'heure ici. Et donc Castro est plutôt originaire de l'est de l'île, une île qui, vous voyez, est complètement étirée dans sa longueur, pas tellement dans sa largeur, et donc il y a cette montée vers la Havane d'un jeune provincial de famille aisée qui va faire ses études au lycée Belén à la Havane dans les années de la Seconde Guerre mondiale, qui entre à l'université de La Havane en 1945 et qui en sort docteur en droit et en sciences sociales. Donc il est
brillant étudiant, on pourrait dire, hein, avec le désir qui sera immédiatement manifesté d'épouser une carrière d'avocat. Et dans ce cadre, il devient, tout en étant avocat, un militant farouche de l'opposition à ces magouilles gouvernementales de Fulgencio Batista. Et il développe, on pourrait dire, je ne sais même pas si on peut parler d'une théorie, mais en tout cas, il développe un mouvement qu'on pourrait appeler nationaliste cubain. C'est important de dire ça, nationaliste cubain, qui est à la fois anticommuniste, important de le dire, anticommuniste. Ça, c'est important parce que le lien avec le communisme n'est pas évident au départ, il le deviendra par la force des choses plus tard. Anticapitaliste, anti-américain, donc il est en opposition avec les deux partie prenante de la guerre froide, proposant même une sorte de troisième loi qui va ensuite se dessiner sous la forme donc des pays non alignés, hein, en quelque sorte, hein, qui se déroule au même moment que la révolution. Hein. La conférence de Bandung en Indonésie sera cette conférence des non alignés, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni du côté des Américains, ni du côté des Soviétiques, et Cuba sera une force d'attraction de ces non alignés, la troisième voie, comme on pourrait dire, à cette occasion, refusant la guerre froide dans ce type de fonctionnement. Alors, il y a 3 dates à retenir de cette révolution pour bien qu'on comprenne ce que va devenir la Havane à l'issue de cette situation. La première de ces dates, c'est 1953, la deuxième, c'est 1956, et la troisième, c'est 1959. Alors, en 1953, c'est une tentative avortée, première tentative avortée, donc au pouvoir, c'est donc Fulgencio Batista, de retour. Tentative avortée, puisque le 26 juillet 1953, une centaine de guérilleros mal préparés, peu armés ou pas assez armés, attaquent à l'est de l'île, dans la ville de Santiago de Cuba, qui est tout à l'est de l'île, donc de l'autre côté, si vous voulez, par rapport à la Havane, hein, eh bien, attaquent la caserne Moncada, hein, et ces guérilleros mettent en évidence la volonté de voilà, hein, l'est de l'île, Santiago de Cuba c'est ici, hein, et la Sierra Maestria est ici aussi, hein, voilà, et la Havane c'est plus en haut, voilà, et donc 26 juillet 1953, c'est une tentative avortée puisque beaucoup de ces guérilleros meurent au combat, et ceux qui survivent, parmi lesquels Fidel Castro et son frère Raoul, sont arrêtés, sont jugés, sont emprisonnés, vont vivre, enfin, sont condamnés plutôt à 15 ans de prison à l'île des Pins, hein, devenue aujourd'hui l'île de la jeunesse, rebaptisée sous Castro. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Castro va prendre lui-même, en tant qu'avocat, sa défense au moment de son procès, 4 heures de tribunal politique qui sera une manière de se défendre, ce qui n'empêchera pas l'emprisonnement, mais qui sera effectivement un temps fort, donc une tentative ratée, mais un temps fort dans ce qu'on pourrait appeler la narration, hein, l'histoire, la phraséologie de la révolution cubaine. Deuxième temps, c'est 1956, c'est la tentative du Granma, G-R-A-N-M-A, deuxième tentative avortée à son tour, il en faudra 3 donc pour que les choses fonctionnent, vous voyez que tout ne s'est pas fait en quelques heures ou quelques jours ou quelques mois. En 55, donc ils sont condamnés à 15 ans de prison, ces guérilleros qui ont survécu à l'attaque de la caserne Moncada, mais en 55, sous la pression des autorités internationales, des intellectuels internationaux, de personnalités civiles de Cuba, des jésuites et d'une opposition en général, eh bien Batista va accepter, mal lui en a pris peut-être, hein, de libérer quelques prisonniers politiques pour montrer sa bonne volonté quant à desserrer l'étau de ce gouvernement, et donc il offre la possibilité aux frères Castro de sortir de prison et de quitter le pays. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont s'exiler au Mexique. Et c'est au Mexique qu'ils vont rencontrer un des membres importants de cette révolution, qui est Ernesto Che Guevara, argentin, dont on connaît les grands combats, les grandes manières de fonctionner, ses stratégies, ses radicalités également. Et Che Guevara, cet internationaliste, eh bien, va épouser d'une certaine manière la cause des frères Castro, des castristes, et va s'adjoindre au mouvement. Et donc, en plus des frères Castro et des guérilleros, va se trouver cet étranger à Cuba, cet argentin qui a parcouru, on le sait, le territoire sud-américain de long en large pour développer la révolution, Ernesto Che Guevara, qui va devenir, tout en étant un étranger à Cuba, une figure très importante de la révolution à l'échelle cubaine et plus tard ensuite à l'échelle internationale. Et dans ce contexte-là, eh bien,
pendant plusieurs mois, une stratégie, de l'entraînement, de la mise en route va amener ce groupe un peu plus opérationnel, en quelque sorte, à faire une nouvelle tentative, à revenir à Cuba depuis le Mexique en novembre 1956 sur un petit yacht de 18 mètres qui est aujourd'hui exposé au centre de la ville de La Havane comme un monument. Hein, c'est le Granma, justement, hein, ce petit yacht qui arrive du Mexique avec 82 guerrilleros, dont Castro, les frères Castro, hein, dont Che Guevara, dans un mouvement qui s'appelle le mouvement du 26 juillet, référence à 1953, mais problème de météo, problème d'accostage, problème de stratégie, ces guerrilleros arrivent 2 jours plus tard et le Granma ne parvient pas véritablement à atteindre son objectif. Le Granma est pris en embuscade par l'armée de Batista et ce sera une fuite un peu désespérée hein, de ce deuxième échec en fait, hein, puisque ces guerrilleros viendront se réfugier donc dans la Sierra Maestra. Donc la Sierra Maestra c'est donc juste à côté de Santiago de Cuba, à l'est de l'île encore une fois, et ce refuge va être un refuge tout à fait emblématique puisque c'est là que va se fomenter le troisième moment 1959. Pendant 3 ans, ils sont dans ce maquis, on pourrait dire, hein, souvent en communication avec les médias du monde entier, qui viendront rendre visite à ces guerrilleros. C'est de là, de la Sierra Maestra, qui est difficile à atteindre par les troupes de Batista, que vont être lancés des appels à la révolte. C'est là que l'organisation va se mettre en place. Et donc le troisième temps, vous voyez, je vais à grands traits, mais pour aller à l'essentiel, en 1959, c'est l'entrée triomphale, cette fois-ci dans la Havane, à la Havane, dans un mouvement qui est un mouvement de remontée, comme on pourrait dire, hein, depuis l'est et le sud de l'île vers la ville de La Havane. En fait, cette remontée a commencé en 1958, lorsque le contingent militaire envoyé par Batista dans la Sierra Maestra est écrasé par les guerrilleros, donc là une première victoire, et puis en même temps que cette situation, des grèves se développe dans tout le pays, donc il y a 2 aspects, les guerrilleros dans la Sierra Maestra qui ont eu le temps de devenir des sortes de mythes vivants, hein, et en même temps des grèves dans tout le pays, le mouvement prend de l'ampleur dans l'île, et après la défensive, eh bien, ces guerrilleros vont passer à l'offensive, avec des troupes qui se sont adjointes progressivement. Au mois de décembre 1958, des colonnes de guerrilleros dirigées, alors il y a plusieurs colonnes, hein, il y a 2 noms qu'il faut retenir, c'est donc une colonne qui est menée par Che Guevara et une autre par quelqu'un qu'on a un peu oublié, qui est Camillo Cienfuegos. Camillo Cienfuegos, il a été oublié parce qu'il est mort très jeune, en 1959, avant même que tout ça se mette en place, dans un accident d'avion, mais Guevara et Cienfuegos remontent vers les zones centrales de Cuba, puis la Havane, hein, avec notamment cette offensive très importante du Che à Santa Clara, la ville du Che, là où il y a un monument pour le Che, le musée du Che, c'est sa ville en quelque sorte, et c'est à Santa Clara où, d'une certaine manière, les choses basculent, hein, en quelque sorte, dans un sens tout à fait favorable pour les castristes. Si vous voulez, Guevara et Cienfuegos sont les porteurs de la révolution avant que Castro n'arrive lui-même à la Havane plus tard. Hein. Donc ça, c'est un élément important, c'est que les troupes castristes arrivent avant même que Castro lui-même pénètre dans la ville, et la ville est en pleine effervescence, donc au tout début de l'année 1959, le 1er et le 2 janvier 1959, c'est l'entrée des insurgés dans la Havane. Bon, et cette entrée des insurgés, elle est tout à fait essentielle, puisque elle se fait le soir du réveillon, enfin, réveillon de la fin d'année 1958, début d'année 1959. Hein, c'est intéressant parce que on a une petite anecdote qui est celle de Français qui, alors on était encore dans le Cuba, vous voyez, on est à la transition entre le Cuba de 1900, des Américains et des castristes. Vous voyez ce couple heureux qui avait décidé de passer son réveillon à La Havane, réveillon 58, du 31 décembre 58, et en fait ce sont 2 journalistes parisiens, notamment lui, Daniel Camus, était photographe, photoreporter à Paris Match, il avait amené avec lui son Leica, son appareil photo, eh bien, ils vont vivre en direct la Révolution, après avoir passé le réveillon dans un restaurant de la Havane,
effectivement, à l'hôtel Sevilla en particulier, eh bien, le lendemain, il se réveille avec une ville en plein état d'insurrection, et Daniel Camus a eu ce réflexe de journaliste, effectivement, qui a été de prendre en photo, et donc il y a eu tout un reportage fait dans Paris Match, toujours bien placé finalement, que de rendre compte avec photographie à l'appui, sous la houlette de Daniel Camus, de la situation, mais évidemment, tous les Européens, tous les touristes qui étaient présents sur place ont vécu un réveillon tourmenté dans cette ville à ce moment-là. Je referme la petite anecdote, simplement pour montrer que l'entrée des insurgés à la Havane, eh bien, c'est une entrée cette fois-ci décisive. Vous voyez, le temps a été long, hein, 53, 59, 6 ans de difficultés. Puis finalement, Batista, qui a senti le vent tourner, qui petit à petit a pris la mesure du délitement de son pouvoir et du fait que l'île avait basculé en faveur des castristes, eh bien, il s'enfuit, hein, et on le laisse s'enfuir finalement. Il va d'abord à Saint-Domingue, et puis ensuite aux États-Unis, à Miami. Et enfin, il se réfugie en Espagne, donc comme je vous l'ai dit, chez le général Franco. Et l'entrée des insurgés se fait dans un contexte de violence assez mesuré, finalement. Hein. Bon, il y a des affrontements, mais la résistance est faible, au final, et Cienfuegos et Che Guevara s'emparent de tous les bâtiments publics délaissés par le pouvoir, pendant que Fidel Castro, lui encore pardon, à Santiago. Et donc, comme on le note un peu partout dans le monde, les barbus, alors les barbus, ce sont les révolutionnaires, cigare au bec, effectivement, entrent à La Havane, et La Havane, en ce 1er janvier 1959, est une ville en effervescence. Tout le terrain est préparé par ces premières colonnes qui rentrent dans la ville. Hein. Le pouvoir est dissous, les généraux proches de Batista sont obligés de se rendre, plusieurs centaines de partisans de Batista sont, eux, moins de chances que leurs leaders, sont arrêtés et exécutés dans les jours qui suivent. Et finalement, Fidel Castro arrive dans une liesse assez incroyable, hein, dans un accueil jubilatoire. Alors il y a plein d'images qui le montrent. Hein. Malheureusement, si on avait été en présentiel, j'aurais pu vous montrer ces images, mais vous pouvez les imaginer, on pourra le faire une autre fois. Castro arrive le 8 janvier 59, donc dans ce qu'on appelle la caravane de la liberté. Et à la tête de cette caravane de la liberté, il fait un discours, la foule, des millions de personnes sont à la Havane. C'est donc ce début d'année 59, une jubilation que l'arrivée de Castro, porteur de tout un espoir pour le peuple cubain qui avait souffert alors de ce pouvoir de Batista ponctionné par les Américains, mais peut-être aussi par rapport à l'histoire de l'île, totalement sur dépendance, là où s'ouvre une période qui officiellement apparaît comme étant une période potentiellement d'indépendance définitive, hein, ce qui sera le cas et pas tout à fait, enfin on va en parler. Et Fidel Castro devient donc Premier ministre et engage des réformes radicales, hein, qui vont prendre petit à petit forme entre 1959 et justement 1962. Pour la première fois en Amérique latine, une armée professionnelle est remplacée par une armée d'insurgés un peu brinque-ballante. Voilà l'élément qui est important à noter. Hein. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, Castro ne se réclame pas, et loin s'en faut, du communisme. Hein. Il ne se réclame pas du communisme. Il n'est ni pro-américain, ni pro-soviétique. Voilà ce qu'il dit lorsqu'il se prononce et lorsqu'il fait ses longs discours devant le peuple cubain. Parfois ça dure des heures, vous connaissez les anecdotes liées au discours fleuve de Fidel Castro, qu'on écoute avec religion. Alors voilà ce qu'il dit entre autres, hein, le capitalisme sacrifie l'homme, le communisme sacrifie les droits de l'homme, hein, c'est pourquoi nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre camp. La révolution n'est pas rouge mais vert olive. Pourquoi vert olive? Parce que c'était la tenue des uniformes, la couleur des uniformes de la guérilla, vert olive, hein, c'était ce que portaient Castro, Guevara et Cienfuegos à cette occasion. Alors, évidemment, dans ce nini, hein, par exemple, Castro se rend même aux États-Unis en avril 59 pour leur assurer qu'il ne choisira pas le communisme. Vous voyez, donc une sorte de situation au départ entre 59, 60 et 61 qui reste un peu incertaine, 59-60, parce que 61, les choses vont quand même pas mal évoluer. Mais très vite, comme je vous ai dit, donc la relation de Fidel Castro aux États-Unis va progressivement donc se déliter, tout simplement parce que le nationalisme cubain, qui au départ n'avait pas pris toute sa dimension, va progressivement gêner, et plus que gêner, tourmenter les intérêts américains et les grandes firmes américaines présentes à Cuba. Et le point de départ, si vous voulez, de cette... Alors pendant l'année 59, les choses sont relativement
incertaine et reste relativement stable, mais à partir de 1960, les choses commencent à se gâter, puisque le 4 mars 1960, point de départ des tensions qui vont apparaître et de la reconfiguration de la position de Cuba et de la Havane en particulier vis-à-vis des États-Unis, c'est qu'un cargo français qui s'appelle la Coubre, chargé d'armes belges, explose dans le port de la Havane. 80 morts sont à déplorer. Le gouvernement de Fidel Castro soupçonne les États-Unis. Une tension très forte entre les deux pays. Premier élément, première secousse, premier coup de semonce en quelque sorte. Et la conséquence, c'est aussi des sanctions économiques contre Cuba qui sont décrétées par le président américain Dwight Eisenhower. Et c'est le point de départ d'un rapprochement progressif de cette position médiane qu'avait Castro. Progressivement, il va y avoir une inflexion progressive qui va se faire du côté des soviétiques, et notamment de Nikita Khrouchtchev, qui est au pouvoir en URSS à cette occasion, dans l'après-stalinisme, et Khrouchtchev qui se déclare prêt à aider l'île contre les agressions éventuelles des États-Unis. C'est une aubaine évidemment pour l'URSS que de trouver un nouvel allié très très proche physiquement des États-Unis. Donc nous sommes en pleine guerre froide, au cœur même de la guerre froide, et cette tension qui a commencé à monter en 50 et surtout en 60 va prendre toute sa mesure en 1961 lorsque les États-Unis vont rompre définitivement leurs relations diplomatiques avec Cuba le 3 janvier 1961, c'est-à-dire 2 ans après la Révolution, en imposant un embargo sur l'île au début de l'année suivante. Et en même temps que cette brouille, plus que cette brouille, cette violence qui s'opère entre les deux nations proches, eh bien, tout ça s'opère dans le même temps que Castro met en place très profond programme de réforme, notamment dans le domaine de l'agriculture. Il démantèle toutes les latifundias pro-américaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la médecine, on en parlait au début. Il va faire de ces 3 domaines des dossiers majeurs de ces réformes, mais aussi dans d'autres domaines également. Et La Havane et Cuba vont complètement changer de cadre en quelques années. Ce qui était le cadre précédent n'est plus du tout le même, même s'il reste des traces, on a vu tout à l'heure, de certains fonctionnements américains. Les choses sont complètement bouleversé, ce qui devient totalement inacceptable pour les Américains, qui vont peut-être un peu minimiser les capacités cubaines à l'occasion de ce fameux débarquement que vous connaissez tous, en moins en termes, la fameuse crise de la baie des Cochons. Alors la baie des Cochons, ça se passe en 1961, en avril 1961. Il y a eu des bombardements aériens d'abord qui ont été établis à La Havane par les Américains, aussi à Santiago de Cuba, mais le 17 avril, avec 1500 Cubains exilés anticastristes, parce qu'il y avait des Cubains évidemment anticastristes, eh bien les Américains vont entraîner ces 1500 Cubains, aider ces 1500 Cubains par des forces américaines, entraînés aussi par la CIA, et tenter un débarquement au sud de l'île qu'on appelle la baie des Cochons. Et la CIA compte d'ailleurs sur un mouvement populaire anticastriste qui n'a jamais véritablement existé, et donc tous ces éléments conjugués font que peut-être que les Cubains exilés anticastristes n'étaient pas très bien préparés, que les Américains ont un peu sous-estimé les forces de résistance de l'armée cubaine, que le mouvement populaire anticastriste sur lequel comptaient les Américains n'existait pas, et donc c'est un échec assez piteux, assez lamentable, qui va d'une certaine manière susciter une très mauvaise image des États-Unis à cette occasion, mais en tout cas la tension va monter, et atteindre, donc c'est le dernier point que je voudrais évoquer, la Havane dans le courant de l'année 1962, et en particulier à l'automne 1962, ce qu'on va appeler évidemment la crise des missiles de Cuba. Donc crise des missiles, dont je vous ai dit que matériellement les missiles étaient donc du côté des forts à l'entrée de la baie de la Havane. Alors comment se passe cette crise des missiles, et comment est-ce qu'on la vit à la Havane, et comment est-ce que le monde a failli basculer? Alors quelques mots là-dessus évidemment. C'est que d'abord, eh bien, la Havane va être la pierre d'achoppement du monde entier, en particulier des 2 forces en présence soviétiques et américains, le 3 et 4 juin 1961, à Vienne, en Europe donc, la rencontre entre Nikita Khrouchtchev et John Fitzgerald Kennedy, qui a remplacé à la tête des États-Unis Dwight Eisenhower, fait que
cette rencontre est une rencontre très importante autour de la question cubaine, entre autres. Hein, on parle de différentes questions, mais la question cubaine est essentielle. John Fitzgerald Kennedy, qui vient de prendre ses fonctions, n'a pas tellement d'expérience encore, n'a pas tellement la fermeté que pouvait avoir Eisenhower face à un Khrouchtchev plus aguerri, on pourrait dire, aux faits diplomatiques. Et cette rencontre se passe relativement mal dans la mesure où le malentendu reste lourd autour de Cuba. Et puis, dans le courant de cette année 1961, l'URSS annonce que toute attaque contre Cuba serait un cas de guerre mondiale. Et vous savez que la guerre froide est une guerre qui ne se fera jamais, mais on aurait pu penser effectivement que les soviétiques s'investissent dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, Fidel Castro se montre tout à fait favorable à ce que, vous voyez, quand on parle d'indépendance, c'est une indépendance qui reste quand même là, limitée au fait que Castro obtient de l'URSS un soutien militaire indéfectible en cas d'attaque américaine, ça c'est un élément important. Et puis, en mai 1962, est lancée du côté soviétique eh bien, cette livraison des armes, des missiles, les fameux missiles, hein, l'opération Anadyr. Anadyr, c'est une ville d'Extrême-Orient russe, une opération secrète qui est en fait une opération de livraison de soldats et d'armement sur ordre de Nikita Khrouchtchev à la Havane. Donc, à la Havane, 86 bateaux, 180 voyages sont organisés entre le mois de juin et le mois d'octobre 1962, théoriquement organisés avec une certaine discrétion, mais la surveillance américaine des mers n'est pas absente. Et des avions espions ont progressivement repéré des installations de rampes de lancement à la Havane qui pouvaient atteindre la Floride directement. Et donc là, nous sommes au mois d'octobre, particulièrement le 14 octobre 1962, et c'est l'angoisse la plus totale aux États-Unis, c'est que la Floride et les États-Unis donc sont sous la portée des armes soviétiques qui déplacent le conflit aux portes, aux frontières des États-Unis. Voilà un acte tout à fait décisif, et John Fitzgerald Kennedy est averti le 16 octobre, justement, que c'est à la suite d'un certain nombre d'enquêtes et d'un certain nombre de recoupements d'informations que des engins balistiques à moyenne portée avec des charges nucléaires sont en mesure d'atteindre les États-Unis. Et c'est ce fameux discours du 22 octobre 1962 qui est prononcé à la télévision par John Fitzgerald Kennedy, qui entend interdire, effectivement, entend interdire aux militaires, qui entend interdire aux soviétiques un débarquement, tout débarquement militaire à Cuba, toute présence à Cuba. Et dans ce contexte, attendez, je vais arrêter ce son. Et dans ce contexte, effectivement, il y a une arme importante des Américains, je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent, c'est Guantanamo, cette base militaire à Cuba, sur Cuba, que évidemment les Américains vont renforcer sur l'île. Donc toute l'île devient un point névralgique du monde et tous les regards sont tournés vers Cuba et vers la Havane, d'autant plus que John Fitzgerald Kennedy ne doit pas faiblir face à Khrouchtchev, face aux soviétiques. Il en va de sa probité, on pourrait dire, et il obtient un soutien populaire américain. Et c'est là, donc dans cette fin du mois d'octobre 1962, que autour de la Havane se trame une possible guerre mondiale et éventuellement une guerre nucléaire. Alors je rentre pas dans les détails, mais simplement par le jeu diplomatique intense qui va se mener en cette fin du mois d'octobre 1952, on va assister à finalement un renoncement un peu mystérieux de Nikita Khrouchtchev qui décide de faire marche arrière le 28 octobre 1962, et au bout du compte c'est plutôt une victoire diplomatique américaine, et on ne peut pas dire d'une défaite soviétique, mais plutôt d'un renoncement soviétique qui encore aujourd'hui laisse réfléchir dans ce contexte-là. Mais vous voyez, entre le 22 et le 28 octobre, le monde vacille, le monde bascule, et tout le monde regarde du côté de la Havane. En même temps, la Havane, dans ce contexte anxiogène, très anxiogène en quelque sorte, eh bien, connaît aussi une très grande effervescence culturelle, et je terminerai là-dessus, puisque je vois qu'il est déjà plus d'une heure passée de conférence. Pourquoi une pleine effervescence? Parce que c'est une ville qui va, à côté de ces éléments diplomatiques majeurs, connaître en 62, au bout de 3 ans de présence de Fidel Castro, une sorte
d'embellie, on pourrait dire, la ville, tout en étant le cœur des activités diplomatiques et les regards angoissés du monde, est aussi une ville qui va s'installer dans une sorte de dimension festive, une fête permanente qui a commencé en 59 et qui va se poursuivre encore pendant quelques années jusqu'en 1962, lorsque le nouveau régime s'est installé. Eh bien, on assiste effectivement à un changement radical de l'état d'esprit dans la ville, qui contrebalance un peu cette dimension anxiogène. Je dirais que le caractère anxiogène, il est même plus important au dehors de la Havane et au dehors de Cuba. Il est anxiogène en Europe, il est anxiogène aux États-Unis. À Cuba, on est assez serein, dans la mesure où Fidel Castro lui-même est assez serein. Lui qui était peut-être même jusqu'au boutiste et aurait voulu aller plus loin avec Khrouchtchev, et il s'est d'ailleurs montré assez déçu de ce revirement de situation, mais en même temps, eh bien, qu'est-ce qu'on voit si, là aussi, j'avais eu la possibilité en présentiel de vous montrer quelques images de la Havane en 61 et 62, eh bien, on y voit, notamment à travers les actualités officielles de Castro, alors bien sûr, c'est de la propagande, c'est certain, mais on y voit régulièrement des scènes de joie, des scènes de fête. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des carnavals, on y voit des fêtes de la jeunesse en permanence, on y voit des grandes manifestations sportives, hein, le, le baseball, un sport national, le basketball, le sport automobile, hein, petite anecdote rapide, hein, vous savez qu'il y a un grand champion automobile qui a été un peu malgré lui, mais toutefois une sorte d'allié de Fidel Castro, c'est Juan Manuel Fangio, le grand pilote automobile, qui avait été enlevé au moment du Grand Prix de Cuba en 1958 par les forces castristes, le temps d'un Grand Prix auquel il n'a pas pu s'aligner, mais qui s'est montré tout à fait favorable à cet enlèvement et tout à fait positif. Et donc l'automobile était un sport très important à Cuba, donc baseball, basketball et automobile, notamment ces voitures américaines, étaient aussi un élément important pour une prise de guerre de la révolution castriste. Donc fêtes, manifestations sportives et carnaval, des fêtes syndicales, des fêtes corporatives très importantes, et puis des journées anniversaires sans arrêt, hein. On fête le 1er mai, on fête la révolution russe, on fête la naissance de Lénine, hein, donc on fête le socialisme. Mais il y a des fêtes cubaines, le 26 juillet bien sûr, parce que c'est effectivement un élément central, le 1er janvier, pourquoi? Parce que c'est le début de l'année, mais c'est aussi le moment de l'entrée des troupes castristes de Che et de Cienfuegos à la Havane, donc le 1er janvier est une double fête, on pourrait dire, dans ce contexte-là, et puis ce que l'on met en scène du côté du pouvoir castriste, c'est effectivement le fait que la Havane devient le lieu, la vitrine, hein, le lieu d'accueil de la jeunesse socialiste du monde entier. Ça, c'est un élément extrêmement intéressant, et pas que du monde entier, certes, mais surtout du tiers-monde et du monde anticolonialiste. Par exemple, en même temps que se déroule cette révolution, 1959-62, vous n'êtes pas sans savoir que se déroulent les mouvements de décolonisation, par exemple la guerre d'Algérie en France, hein, ou la décolonisation des Afriques noires, comme on dit. Par exemple, Sékou Touré, le Guinéen, est venu rendre visite à Castro. Ben Bella, le président algérien, est venu en visite officielle entre le 20 et le 24 octobre 1962, au cœur des événements des missiles. Il était présent à Cuba. Plein d'intellectuels vont rendre visite à Fidel Castro, comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, par exemple. Et puis, beaucoup de Cubains vont rendre visite à ces nations émergentes, en quelque sorte. Et vous connaissez aussi l'action que va mener Che Guevara lorsqu'il va se rendre en Algérie et en Afrique pour porter la révolution au-delà de l'île de Cuba. Hein. C'était une ambition plus forte, à la limite, que pouvait avoir Che Guevara que ses alliés comme Fidel Castro, qui lui restait quand même pas mal lié à l'île et à la ville de la Havane, alors que Che Guevara, lui, avait toujours cette ambition mondialisée de porter la révolution un peu partout. Mais voilà la Havane qui devient le cœur, dans ces années-là, de la capitale du tiers-monde, la capitale du nouveau monde, d'un nouveau monde qui se dégagerait de ces forces de la guerre froide, même si en même temps, la tendance penche quand même beaucoup plus du côté soviétique que du côté américain. Ça, c'est une grande évidence. Et puis, régulièrement aussi, des réunions corporatives. On fête les chauffeurs d'omnibus, on fête les coiffeurs, on fête les commerçants. Donc, il y a constamment des moments où, en fait, toute occasion est de se rassembler. Et la ville de La Havane est une ville festive pendant toutes ces premières années du régime, et il n'est pas rare que Fidel Castro, notamment, ses adjoints aussi, mais lui en particulier, s'exprime
devant des milliers, pour pas dire des millions de personnes, hein, notamment sur la place de l'Assemblée du peuple à la Havane, où régulièrement il fait des discours fleuves pour galvaniser les troupes et faire passer ses réformes, ce qui au départ n'est pas douteux, et de temps en temps effectivement de marquer son anti-américanisme avec une certaine virulence, hein, voire même une tendance jusqu'au boutiste. Bon. Et puis en même temps, ce qui se met en place, évidemment, c'est des transformations architecturales. Alors non pas que la présence américaine soit complètement reniée, hein, on a vu, les bâtiments ne sont pas détruits, les voitures n'ont pas disparu, mais on va proposer un autre type d'architecture, plus populaire, on pourrait dire, moins centré sur le tourisme américain, plus à destination du peuple, on pourrait dire, qui va, au début de ces années 60, connaître un certain essor. Donc il me semble que ce moment-là est aussi ce moment de festivité qui se développe à cette occasion. Voilà, j'en ai terminé. Je voudrais simplement donc conclure. Hein, Monsieur Dahan va me dire qu'il fume un autre Cohiba, bon, ben, et même un daiquiri bien frais, donc c'est super. Bon cigare et bon daiquiri, c'est vraiment de rigueur, même si le temps n'est pas tout à fait un temps cubain aujourd'hui. Mais ça ne fait rien. Écoutez, je suis heureux d'avoir passé ces quelques minutes, hein, 7h15 en votre compagnie. Donc, un bilan de ce qu'on a pu dire. Vous voyez, la Havane est une ville qui a connu toute cette stratification, hein, comme on avait parlé de, de, de Saint-Pétersbourg la semaine dernière, avec ce moment fort du siège qui succédait à la Révolution, puis à l'installation du tsar, quand on a parlé de Sarajevo qui avait connu cette stratification aussi d'importantes manifestations, eh bien la Havane, vous voyez, a connu de multiples époques captivantes, on pourrait dire, hein, puisque d'abord les Espagnols qui fondent la ville et qui s'installent dans cette baie privilégiée et qui, tant bien que mal, arrivent à maintenir leur impact sur cette ville qui devient une ville carrefour, une ville de commerce, une ville d'échange. Et puis cette révolution de la fin du 19e siècle est une révolution extrêmement importante, qui va d'ailleurs beaucoup compter comme étant une première tentative ratée pour que Castro ensuite accomplir un siècle, enfin pas un siècle, mais quelques décennies plus tard. Et donc ce que fera Castro, c'est constamment faire référence à José Martí, à tous ces révolutionnaires qui seront glorifiés, galvanisés. Si vous allez à Cuba, vous y voyez beaucoup de cette première révolution, hein, mais révolution tronquée, puisque les Américains prennent possession de l'île et en font ce qu'ils en ont fait avec beaucoup là aussi de paillettes, de strass, de casinos, de fêtes américaines à cette occasion, et puis cette révolution qui va gagner la Havane, pilotée par ces grands révolutionnaires qui sont effectivement restés dans l'histoire, on pourrait dire, hein, et qui vont faire de la Havane une ville complètement transformée, hein, et ça, je crois que ça a été un élément central jusqu'à cette polarité de la ville au mois d'octobre 1962 où tous les regards sont tournés avec une certaine angoisse, une certaine inquiétude vers cette ville qui reste aujourd'hui chargée d'histoire. Merci pour vos commentaires et donc oui, envie d'y retourner, je suis d'accord avec vous, j'aimerais bien aussi sortir du confinement et partir en voyage et passer ne serait-ce que quelques jours sur place, ce serait un plaisir pour nous tous. Bon, pour l'instant, il faut faire preuve de sagesse et rester chez soi. J'espère que cette heure et quart a permis de passer un peu de temps. Bonne semaine avec Anne Université, bonne fête de Pâques à tous pour finir ce week-end, ce long week-end qui change pas tellement notre quotidien, faut bien le dire, mais ça fait rien. Et puis on se retrouve donc lundi prochain où je parlerai de la ville de Berlin avec là aussi le même mouvement, on pourrait dire, hein, une histoire d'une ville saisie, tellement importante d'ailleurs que la ville de Berlin, mais saisie au moment de la chute du mur en 1989, un épisode connu mais sur lequel on peut dire encore pas mal de choses plus précises. Hein. C'est ce que je vous invite à faire avec moi lundi prochain à 15h. Merci à toutes, merci à tous et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et à très bientôt.